le processus d'une loi obéit à des normes et aussi une loi vient pour apporter des solutions face à un phénomène. Et je pense que le travail qui doit être fait en termes de discussion, en termes aussi de calibrage des textes et des lois qui doivent être faits, doivent respecter ce processus-là. C'est bien, il peut y avoir des groupes qui réfléchissent sur des textes, mais la rédaction des textes de loi obéit à des normes. Et ces normes-là, je pense que nous devons faire le processus nécessaire pour garantir que la loi qui devra être portée soit une loi qui doit être une loi juste, une loi qui puisse garantir la sécurité de tous. Et c'est cela que je pense que le Parlement est en train de travailler avec les acteurs. Nous l'avons rappelé tout à l'heure. Le porte-parole du gouvernement a déjà réagi sur ce sujet en garantissant la position de l'État du Sénégal, à travailler à ce que la volonté du peuple sénégalais, la volonté de la société sénégalaise qui a élu ce régime soit garantie à travers des lois, à travers aussi des règles qui sont des règles pour tous. La criminalisation. Oui, la criminaliser. Parce que c'est ça la promesse et c'est ça également les revendications de certains groupes sociaux. La criminalisation, ça c'est un engagement qui sera tenu. Mais rappelez-vous que nous sommes venus dans un contexte assez difficile avec des priorités, surtout avec des priorités sur le plan. La criminalisation est une priorité. Oui, c'est une priorité, mais il faudrait que ce processus de gestion des dossiers, parce que le Parlement qui doit en tout cas gérer ce dossier, c'est au Parlement de regarder en fonction des dossiers brûlants de l'heure. Quand il y a des questions budgétaires qui sont des questions très cruciales, des questions très difficiles à gérer, la question en tout cas des deniers publics sur lesquels, en tout cas, on est en train de faire un travail énorme pour la réduction des comptes. Ce sont des dossiers urgents parce que nous devons financer l'économie, nous devons financer la santé, nous devons financer l'éducation. Et c'est des urgences aujourd'hui qu'il faudrait gérer, et je pense que c'est le processus qu'on est en train de suivre. Mais ce qui est sûr, il faut rassurer les Sénégalais que les engagements qui avaient été pris dans le cadre, en tout cas, du parti PASTEF, quand on était dans l'opposition, nous allons en tout cas ne pas manquer ces rendez-vous. Parmi ces rendez-vous, il y a la criminalisation de l'homosexuel. Et comme vous le savez, nous avons des dirigeants qui sont engagés, nous avons des dirigeants qui n'ont pas peur de leurs opinions, de leurs positions par rapport à des questions sensibles. Et sur cette question-là, le Premier ministre fait partie des acteurs qui ont été au devant de la scène, montrer en tout cas leur engagement par rapport à cette réaction de la population, mais surtout donner sa position par rapport à la qualité du texte qu'il faudrait regarder et réviser. Je pense que là, c'est là où le débat doit être posé. Comment faire en sorte que ça soit un texte qui est approprié, un texte qui puisse garantir la sérénité, la sécurité, la protection de la société sénégalaise. Alors, quelle sera la ligne entre la tolérance évoquée par Sonko lors du séjour de Mélenchon à Dakar et la criminalisation? Vous savez, il y a de ces... Quand on criminalise, il n'y a plus de tolérance. Parce qu'il faudrait savoir qu'il y a des choses. C'est une question qui, à la fois, intègre des dimensions sociales, des dimensions culturelles, des dimensions politiques, des dimensions... en tout cas, il y a plusieurs dimensions qu'il faudrait regarder. Et il y a même une dimension de sécurité ou même d'ordre public. C'est pour cela, cette rédaction-là doit être une rédaction inclusive, qui va permettre à tous les acteurs de pouvoir, en tout cas, donner leur opinion, de tenir compte de toutes les sensibilités pour arriver à un texte qui est un texte qui puisse garantir, en tout cas, la sérénité, la sécurité. Et surtout, faire en sorte que ça ne soit pas la porte ouverte à une sorte de désordre, à une sorte en tout cas, de ce qu'on ne peut pas qualifier, qui puisse instruire ou même induire l'insécurité dans la société. Parce qu'une loi, son objectif, c'est d'assurer la sécurité, d'assurer la stabilité, d'assurer la paix. Et je pense que tout ce que nous devons faire, c'est de faire en sorte que la rédaction de ce texte soit un texte qui puisse
garantir la paix, garantir aussi nos valeurs, protéger nos valeurs. Et je pense que c'est notre identité qui est en jeu. Mais vouloir protéger notre identité ne doit pas nous conduire vers le désordre. Et je pense que ce juste milieu-là, c'est à l'État de jouer ce rôle. Bien, le peuple, la société peuvent faire une pression, mais c'est à l'État de pouvoir en tout équilibre, en toute garantie, faire en sorte que nous puissions trouver la meilleure solution par rapport à cela. Et je pense que la solution, c'est d'avoir un texte irréprochable. Alors, vous êtes le secrétaire d'État à l'urbanisme et au logement. Le logement, sérieux problème pour les Sénégalais. L'ancien régime avait un programme de logement social, le programme des 100 000 logements, qui n'est pas arrivé à terme, il faut l'avouer, un programme maintenu par l'actuel régime. Quelle est la nouvelle orientation de ce programme de logements sociaux? Vous avez évoqué une nouvelle réorientation pour lui insuffler une nouvelle dynamique. Oui, permettez-moi de rappeler que l'accès au logement, c'est une crise partout, dans tous les pays. Et si vous vous rappelez bien, au début, il y avait des sociétés, des promoteurs publics, la SNHLM, la SICAP, que l'État appuyait beaucoup. Et c'était vraiment les bras techniques pour l'accès aux logements sociaux. Et ces sociétés ont beaucoup produit. Mais malheureusement, on est arrivé à une période avec les politiques d'ajustement structurel, les subventions de l'État, l'appui de l'État auprès de ces sociétés. Cet appui-là, on ne les avait plus. Et je pense que ça a créé pendant une longue période, parce que c'est à partir des années 90, jusqu'en 2000, on n'avait plus cet appui, cette présence de l'État par rapport à l'accès au logement. Et ça a créé une absence d'investissement. Et le gap est aujourd'hui énorme. Ce qui nous rattrape et ce qui a enflammé, en tout cas, une inflation extraordinaire par rapport au coût du logement, parce qu'il y a une étude qui avait été faite et qui dit qu'entre 1994 et 1999, il y a eu une inflation de 115% sur les prix des loyers. Et ça, c'est extraordinaire. Et nous, notre objectif aujourd'hui, c'est de donner une nouvelle orientation, un nouveau souffle par rapport à l'offre, en marquant la présence importante, massive de l'État. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, il y a eu le projet 100 000 logements et l'État avait mis en place un ensemble de dispositifs et de mécanismes pour pouvoir garantir l'accès au logement. Mais malheureusement, nous, ce qu'on a observé quand nous sommes venus, nous avons fait une évaluation pour regarder ce qui s'est réellement passé. Mais on a constaté qu'il n'y avait pas de résultats. Et quelles sont les causes de cette absence de résultats? Il y a une mauvaise gouvernance. Il n'y avait pas, la gouvernance était défaillante, gouvernance de ce projet. Et nous sommes en train de finaliser un nouveau programme, une nouvelle offre programmatique qu'on appelle le programme national d'accès au logement et du renouveau urbain. Nous offrons plus que l'accès au logement, mais nous sommes dans une dynamique de bâtir une offre orientée dans le développement urbain, parce que le logement seulement ne suffit pas. C'est pour cela qu'on a parlé de renouveau urbain. Faire en sorte que, en dehors de bâtir en tout cas un programme pour permettre l'accès au logement, mais de garantir un cadre urbain, parce que nous avons constaté qu'il y a beaucoup de lacunes dans notre cadre urbain. L'urbanisation est galopante. Aujourd'hui, nous avons un taux d'urbanisation de 54,7%, c'est-à-dire que plus de la moitié de la population vit en milieu urbain, ce qui constitue en tout cas des enjeux, des problématiques en termes d'éducation, d'infrastructure, d'accès au logement qu'il faudrait prendre en charge. Peut-être rappeler que l'urbanisation en soi n'est pas un handicap. Le problème, c'est que quand on n'a pas une urbanisation qui n'est pas planifiée, quand on a des villes qu'on ne peut pas gouverner correctement, parce que l'urbanisation, c'est un atout, c'est un facteur de croissance, c'est un facteur de développement. C'est à nous de saisir l'opportunité que constituent ces villes pour que ces villes soient de réels moteurs, en tout cas de croissance. Et ça fait partie en tout cas de nos orientations dans le cadre du référentiel 2050. Les villes constituent des piliers importants autour des 8 pôles que nous sommes en train d'élaborer et de mettre en place. Et le ministre en charge des collectivités territoriales est en train de faire tout le dispositif nécessaire de toutes les concertations nationales pour mettre en place les pôles territoires. Alors 100 000 logements, c'était l'objectif antérieur. Quels sont les objectifs spécifiques
de cette nouvelle restructuration? Les objectifs spécifiques de cette nouvelle restructuration, c'est de faire en sorte que... Combien de logements, je veux dire? Combien de logements? Oui. On peut parler de... parce qu'en réalité, aujourd'hui, l'offre que nous sommes en train de préparer n'est pas encore validée, mais ce qui est sûr, ça va aller au-delà de 100 000. C'est clair parce que nous avons un gap. Nous avons un gap actuellement qui tourne environ autour de 500 000. En 5 ans, en tout cas entre 2025 et 2029, nous voulons faire en tout cas des efforts pour arriver à construire plus de 100 000 logements. C'est ça l'objectif. Vous avez un objectif. Le premier objectif, c'était 100 000. Nous voulons aller jusqu'à 150. Nous voulons aller jusqu'à 150. Nous essayons de mettre en place tout le dispositif qu'il faudrait parce que le gap, il est énorme. Et notre objectif, c'est d'aller au-delà. Et d'aller au-delà à travers déjà des ruptures. 150 000 compte tenu de l'existant. Oui, quand je parle de 150 000, c'est d'arriver à... Parce que l'existant, quand vous parlez de l'existant, je n'ai pas encore compris de quel existant vous parlez. Il y a des logements qui sont construits sans doute. Oui, mais les 150, c'est de nouveaux logements que nous voulons construire. On ne tiendra pas parce que c'est un nouveau programme. Le programme n'est pas encore en cours. Ça veut dire qu'on va compter à partir de la mise en œuvre du programme. Donc l'objectif, c'est d'arriver au-delà de cela, tout en créant des ruptures, des réformes sur ce qui a été en train d'être fait en termes de gouvernance, en termes d'équipe de projet, mais en termes également de mécanismes, de composantes du projet. Vous savez, le logement, il y a une diversité de demandes. Nous avons constaté que l'essentiel des constructions en logement, c'est de l'autoconstruction. Et notre objectif, c'est de faire en sorte qu'à partir de la viabilisation des parcelles, de la mobilisation et viabilisation des parcelles, qu'on puisse accompagner des Sénégalais à faire de l'autoconstruction. La vente de parcelles accompagnée par l'État. Ça, c'est un mécanisme qui nous permet déjà d'arriver à de bons résultats parce qu'on n'avait pas l'habitude de voir l'État qui viabilise et qui accompagne des particuliers, des citoyens à accéder à du foncier aménagé. Également aussi faire en sorte que le locatif simple, la location vente également soit dissoute parce que le marché, comme je le dis, c'est un marché avec beaucoup de demandes et des demandes qui sont diversifiées. Notre objectif est de faire en sorte que nous puissions adresser l'ensemble de la diversité de ces demandes et aussi faire en sorte que l'accès à la propriété, parce que certains ont les moyens, en tout cas, ils sont dans des dispositions à pouvoir acheter ou même construire pour eux-mêmes et l'accès à la propriété constitue aussi un pilier extrêmement important. Et l'autre aspect, c'est comment améliorer le cadre urbain. Pour dire que nous allons au-delà de la construction d'un logement. Nous allons dans un processus, dans une orientation de développement de villes résilientes, de villes durables, d'amélioration du cadre urbain. Oui. C'est votre domaine. C'est juste le domaine que je connais bien, sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Mais ce qui est important, c'est d'arriver à faire en sorte que nous puissions offrir aux Sénégalais un cadre urbain adéquat à travers ce qu'on appelle le renouvellement urbain. Et dans le quartier que nous sommes ici à Médina, il y a beaucoup de travail à faire en termes de peut-être renouvellement, de rénovation. Même pour circuler, la mobilité pose problème. Il y a aussi des poches que nous pouvons avoir, des possibilités pour changer le cadre urbain, donner à ce quartier, en tout cas, un visage extraordinaire, tout en gardant la spécificité de ce quartier, mais surtout l'identité de ce quartier qui est un quartier historique, un quartier qui a une histoire. Alors, heureusement pour tous, avez-vous envie de dire, mais un problème, c'est souvent l'accès à ces logements qui ne vont pas aux couches auxquelles ils devraient être destinés. Quelle garantie aujourd'hui pour qu'il n'y ait pas de détournement de cible? La garantie s'inscrit dans les principes, en tout cas généraux, mais le principe global donné par Monsieur le Président de la bonne gouvernance, la transparence. Parce que ça fait partie des carences qui ont beaucoup impacté la vie de nos sociétés. Faire en sorte que les règles qui ont été définies pour gérer ce projet, ces règles-là soient préservées. Et je pense que si on arrive à avoir cette transparence, cette redevabilité, cette gestion transparente, une bonne équipe, on arrivera à ce que la garantie pour que chaque population, pour que l'accès équitable soit une réalité. Et je pense que nous pouvons garantir aux Sénégalais cela, que nous qui sommes aujourd'hui ici, nous sommes prêts pour que l'accès équitable soit garanti avec un regard, en tout cas très proche, sur ce qui se fait,
pour que les objectifs ne soient pas détournés. Parce que nous avons vu des programmes qui étaient là, mais malheureusement, les objectifs avaient été détournés parce que le projet 100 000 logements avec beaucoup de sites, Nouvelle-Ville, Daga-Kholpa, le pôle de Yen que j'appelle le pôle fantôme, c'est-à-dire que vous expropriez pour cause d'utilité publique et ensuite vous donnez ce foncier à des particuliers. C'est ça qui est grave. Alors que l'objectif c'était de bâtir des villes, l'objectif c'était vraiment d'aménager et de pouvoir construire quelque chose de durable. Et cette rupture-là, c'est des ruptures sur lesquelles, en tout cas, on nous attend pour faire en sorte que les objectifs qui sont des objectifs très nobles en termes de transparence et de bonne gouvernance, mais aussi d'accompagnement des populations, soient une réalité par rapport à tout ce qu'on est en train de faire sur les différents projets du ministère en charge de l'urbanisme. La SNHLM, la SICAP dans tout cela, jouent-elles vraiment leur rôle? Ont-elles les capacités d'absorber leurs quotas réservés? Oui, c'est quotas attribués. Quels sont d'ailleurs leurs quotas? C'est le lieu peut-être aujourd'hui de saluer parce que vous avez vu dans mes sorties, j'ai fait des sorties avec la SNHLM et la SICAP. Et ces sorties-là, c'était des sorties pour réceptionner, pour regarder des travaux, pour livrer des clés. Ça veut dire qu'il y a des changements parce que les nouveaux directeurs sont en train d'insuffler une nouvelle dynamique à travers un style de management, à travers aussi des plans stratégiques et des projets. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir les premiers résultats. C'est des sociétés emblématiques qui ont tout le dispositif qu'il faut pour pouvoir réussir. Ce qui manquait, c'est déjà d'avoir une bonne équipe de management, mais aussi la volonté de l'État pour les accompagner. Heureusement, le ministère en charge de l'urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires est disposé à les accompagner conformément à nos engagements, parce que nous nous sommes engagés dans le cadre de notre projet à mettre au cœur de la politique de l'accès au logement la SNHLM, la SICAP, mais aussi la CDC. Justement, c'est là que je voulais en venir. Oui. Est-ce que ces sociétés ne risquent pas de subir quelque part le dictat de la nouvelle orientation de la CDC à travers sa filiale CDC Habitat? La première vocation de la CDC, c'était pas ça. Je ne parlerai pas de dictat, mais je parle parce que quand vous avez un problème et que vous avez plusieurs pôles et chacun peut contribuer et de manière intelligente, on arrivera à de meilleurs résultats. Notre objectif, parce que c'est nous qui l'avons décidé ainsi, parmi nos engagements, de faire en sorte que la CDC soit au cœur de la politique de logement. Aussi le nouveau directeur que je salue également pour le travail qu'il est en train de mener, parce qu'il s'inspire de modèles qui ont réussi. Et aujourd'hui, le travail qui doit être fait en termes de synergie, en termes également d'appui, parce que la CDC a des ressources longues qu'elle peut octroyer en tout cas, développer un partenariat avec la SICAP et la SNHLM pour pouvoir les accompagner à pouvoir avoir plus de capacité à produire. Et pas plus tard que moins d'une semaine, j'ai échangé avec déjà le directeur de la CDC qui est hors du pays, avec qui je dois travailler, nous tous, autour d'une table, de discuter pour développer cette synergie. Et il est très ouvert à cela parce qu'il comprend les enjeux et le travail qu'il est en train de faire, ça va être vraiment une valeur ajoutée par rapport à ce qui est en train d'être fait par les autres structures. Parce que moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que non, la CDC ne doit pas. Non, si vous avez un objectif, si vous voulez avoir des résultats et que vous avez plusieurs pôles et que chacun puisse contribuer, ça peut faciliter, ça ne fera que de l'efficacité et un bon résultat au final. Et les collectivités territoriales dans tout cela, sont-elles véritablement impliquées dans les projets d'urbanisme et de logement? Oui, on ne peut pas parler d'urbanisme sans les collectivités territoriales, parce que l'urbanisme est une compétence transférée. C'est un domaine de compétence des collectivités territoriales. Elles ont leur place dans ces politiques, dans ces domaines. Ah oui, si vous regardez aujourd'hui, tout le travail qui doit être fait en termes de mobilisation foncière, ce travail-là, on le fait à côté des collectivités territoriales. Parce que, comme vous le savez, les domaines, ça fait partie aussi des compétences transférées. Donc, on ne peut pas parler de foncier sans pour autant se rapprocher des collectivités territoriales. Si je pose la question, c'est en partie lié à l'annulation du plan directeur de la nouvelle ville de Thiès. Oui, ce qui ne trouve pas l'assentiment de certaines autorités locales. Ouais, quand on vient dans un site ou même dans un projet, on voit que au lieu d'avoir une opération de développement urbain, on a une opération d'affectation foncière qui va conduire à du désordre.
le mieux, c'est de regarder l'outil par lequel ils sont passés pour faire cela. Et le plan d'urbanisme de détail est le premier point qu'il faudrait en tout cas regarder, essayer de corriger. Parce que c'est à partir de là où on a fait de l'aménagement. C'est pour cela ça a été un des leviers sur lesquels il fallait actionner. Mais surtout, il faut l'inscrire dans une dynamique globale de redressement parce que dans l'agenda 2050, nous avons eu la première phase qui est la phase de redressement. Et dans le domaine foncier, il y a un important travail de redressement que nous devons faire. Au niveau de la nouvelle ville de Thiès, nous voulons bâtir une ville de référence. Nous ne sommes pas dans des opérations d'affectation foncière, de distribution, mais nous sommes en train de faire en sorte qu'on ait une vraie ville parce que la nouvelle ville de Thiès a une position unique, a une position stratégique, proche de l'aéroport, proche de Dakar, le terre est proche de Touba, l'autoroute. On ne peut pas manquer ce rendez-vous pour bâtir une ville. Et le président de la République porte ce projet de ville et les résultats seront vus et les discussions sont en train d'être menées au plus haut sommet, au plus haut niveau pour arriver à bâtir, à créer un projet présidentiel autour. Mais beaucoup craignent que la réaffectation des terres ne réponde pas aux normes, aux exigences de la bonne gouvernance. Vous savez, quand on est très très regardant des normes et édictées par la loi et la justice. Le comité qui travaille, le comité technique sur la gestion foncière et les recommandations qui sont formulées, c'est des recommandations dont la mise en œuvre exige le respect des procédures et de la réglementation. Parce qu'on ne peut pas vouloir dire jubel jubanti et nous, les actes que nous posons pour corriger soient à l'encontre de la réglementation. Ça, c'est vraiment, ce n'est pas une question d'actualité. Je ne pense pas que c'est possible. Tout ce que nous faisons, c'est de faire en sorte que même dans la correction des erreurs, que nous puissions respecter la réglementation. Et dans tous les sites, si vous allez à Guédiawaye, si vous allez aussi au Hangar Pelé, partout, le processus en cours et faire en sorte qu'il y ait une correction, qu'on arrive à une solution qui puisse respecter la réglementation sur le plan urbain, mais aussi faire en sorte que le respect des droits des particuliers soit garanti. Qu'est-ce que les enquêtes concernant ces sites cités ont donné aujourd'hui? Par exemple, l'enquête Komodo-Inkomodo concernant la ville de Thiès. Des accaparements, en grosso modo. On ne peut pas peut-être rentrer dans les détails, mais des accaparements. Des particuliers, des personnes de haut rang qui s'octroient une grosse part et qui même dévoient la vocation ou même l'objectif de ce grand projet. C'est ça en réalité, l'accaparement par des personnes, l'accaparement par des individus et qui fausse finalement l'aménagement urbain que nous voulions, qui a été initié comme projet. Ça veut dire qu'initialement, ils voulaient... Les personnes sont identifiées? Ah oui, c'est des personnes qui ont un nom, qui ont des... Voilà, c'est pas des personnes qui sont ailleurs, mais c'est des personnes, c'est des dignitaires, c'est des personnes du régime, et de l'ancien régime, et qui ont fait de l'accaparement. Et les résultats l'ont révélé et c'est très regrettable. Et c'est pour cela que vous avez vu l'une des premières visites de Michel le Président de la République, c'est d'aller au niveau de la nouvelle ville de Thiès. D'aller montrer, c'était ça un signal fort pour dire aux Sénégalais la situation que nous avons héritée sur le plan foncier est scandaleuse. Parce que c'est inimaginable que des personnes puissent s'octroyer 4000 hectares, 4000 mètres carrés, 3000... C'est des particuliers. C'est là le problème. Alors qu'ils promettaient aux Sénégalais de bâtir une nouvelle ville. Parce qu'on ne peut pas bâtir une nouvelle ville avec une distribution foncière. Il faut bâtir une nouvelle ville avec un projet de ville, un projet d'aménagement qui garantit déjà les infrastructures qu'il faut, les équipements, mais toute la réglementation en termes de planification. Et si on manque cela, on n'est pas dans un projet de ville, mais on est dans un projet, dans une opération de distribution foncière. Et le président de la République le sait très bien, et c'est pour cela qu'il a fait sa visite au niveau de la nouvelle ville de Thiès. Alors, vous suivez le grand jury qui reçoit le secrétaire d'État à l'urbanisme et au logement, Mohamed Ndao. Parlons à présent du dialogue
dialogue politique sur le système politique, un dialogue qui demeure au cœur des échanges entre les acteurs de la majorité et de l'opposition, je devrais dire même les forces vives de la nation. Les discussions se portent principalement sur la nécessité de réformes profondes afin d'adapter les institutions aux exigences démocratiques, de garantir une meilleure représentativité et d'assurer l'efficacité de la gouvernance. Des dialogues qui se sont déroulés, souvent suspendus selon certains ou instrumentalisés, et qui peinent parfois à aboutir à des consensus durables. Quelle garantie que ce dialogue ne soit pas un de plus? La garantie. Ça démarre le 28 d'ailleurs. La garantie 1, c'est déjà l'engagement et la vision de M. le Président de la République qui inscrit dans son mandat le dialogue, la bonne gouvernance. Et si vous vous rappelez bien, le premier dialogue, c'était le 28 mai 2024 sur la justice, sur la réforme de la justice. C'est ce premier dialogue. Et il avait donné rendez-vous qu'un autre dialogue allait se faire et que c'est un rendez-vous, c'est une date qui est inscrite dans l'agenda national. Et ça, c'est une volonté. Parce qu'au cœur de la gouvernance, en tout cas au cœur du mandat de M. le Président de la République, il y a ce qu'on appelle la notion de la bonne gouvernance, la réduction des comptes. Et ce dialogue-là fait partie de cette ligne et de cette orientation, et ça fait partie des originalités. Comme originalité également, il y a le contexte. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans un contexte de crise, mais nous sommes dans un contexte de paix. Et on construit sereinement des piliers, des leviers institutionnels, la réglementation, la règle d'organisation de l'organisation électorale, les systèmes électoraux, en tout cas tout le mécanisme qui gouverne le système électoral, les partis politiques. Ce dialogue-là, nous l'avons inscrit dans un contexte de paix et de sérénité. Ça, c'est une première originalité que nous devons montrer aux Sénégalais. Que nous n'avons pas attendu des crises, nous n'en avons pas attendu des élections pour convoquer les Sénégalais, en tout cas toutes les couches, toutes les catégories des populations, à se réunir, à échanger pour garantir des institutions solides, mais pour garantir aussi un système électoral solide afin d'avoir une démocratie davantage améliorée. Ça aussi, ça fait partie de l'originalité. L'originalité également, c'est la co-construction des termes de référence. C'est la première fois où on appelle à un dialogue et que les acteurs ne parlent pas de... Vous ne les entendez pas parler, je n'ai pas reçu les termes de référence. Mais c'est des termes de référence qui ont été co-construits par tous les acteurs. Ah non, ça, parce qu'il y a des acteurs politiques qui demandent à ce qu'ils puissent amender les termes de référence. Peut-être, je ne comprends pas pourquoi. La mise en place de ces termes de référence. Je ne peux pas comprendre je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils disent cela, parce que les termes de référence, c'est des termes de référence qui ont été partagés. Parce qu'on ne peut pas, quand vous rappelez à un dialogue partagé, mais pas défini par tous les acteurs politiques qui sont invités à ces concertations. Je vous garantis cela, parce que nous sommes très ouverts au dialogue et nous sommes des partisans du dialogue. Le président de la République est un acteur du dialogue. Le Premier ministre est un acteur du dialogue. Nous ne voulons pas, en tout cas, faire en sorte... ce que nous voulons, c'est de faire en sorte que le dialogue soit permanent avec tous les acteurs. C'est pour ça les termes de référence, dès le début, c'est un point sur lequel on était très ouvert, partagé avec tous les acteurs. Le problème, c'est que quand quelqu'un, vous lui dites dialogue, dès le début, il vous dit je ne pars pas. C'est ça aussi le problème, et qu'on n'arrive pas à comprendre. Parce que quand on vous appelle sur un dialogue dans un contexte apaisé, dans un contexte de paix, de calme, et on vous dit que les termes de référence de ce dialogue-là sont des termes de référence qui sont ouverts. Si vous regardez les termes de référence, il y a tous les points sur notre système. Et je pense que c'est le lieu aujourd'hui d'échanger avec tous les acteurs et de montrer que, et surtout ça, je voulais rappeler cela, le Sénégal n'est pas gouverné, ce n'est pas les partis politiques, le Sénégal n'appartient pas aux partis politiques. Il faut le dire. Le Sénégal appartient à des catégories d'acteurs. Nous avons les syndicalistes, nous avons la société civile, nous avons les opérateurs économiques, nous avons les médias, nous avons tous les acteurs. Et tous ces acteurs-là
sont appelés à participer à ce dialogue. Mais on a l'impression que quand on parle de dialogue au Sénégal, c'est vraiment une affaire des partis politiques. Nous voulons instruire... mais c'est parce que vous avez parlé d'un dialogue national sur le système politique. Mais le système politique n'appartient pas seulement aux partis politiques. Non, le système politique appartient aux citoyens aussi. Chaque acteur a le droit de dire, d'avoir son opinion sur la façon dont les élections se déroulent. Et pour cela, un parti politique n'est pas plus, en tout cas, n'est pas plus disposé ou même n'est pas le acteur le plus légitime à pouvoir toujours être au devant de la scène. Tous les acteurs doivent être au devant de la scène pour une discussion, pour des concertations inclusives. Voilà le but de ce dialogue. Et je pense que c'est l'occasion pour tous les Sénégalais pour que qu'on apprenne de nos erreurs. Parce que l'objectif de ce dialogue, c'est aussi cela. Parce que nous avons un engagement. Nous ne voulons pas que le chemin par lequel déjà nous sommes acteurs du pouvoir, avec les difficultés que nous connaissons dans la gestion du pouvoir, d'alors, avec en tout cas des faiblesses dans la gouvernance, que nous puissions garder cela. Notre objectif, c'est d'apprendre des erreurs, des leçons, et de pouvoir vraiment réformer, de renforcer la démocratie. Quoi qu'on dise aussi, le Sénégal, c'est une démocratie, mais une démocratie, il faut toujours la performer, il faut l'améliorer. C'est dans cette logique de perfectionnement de notre système démocratique que le président de la République appelle tous les Sénégalais à dialoguer. Et ce qui est sûr, tout ce qui sortirait de ce dialogue sera vraiment... sera appliqué pour que nous puissions garantir nos institutions, pour que nous puissions avoir un système électoral solide, pour que nous puissions régler pas mal de choses, pour que nous nous concentrons sur les vrais débats. Moi, je pense qu'au Sénégal, nous devons dépasser ce débat sur le système électoral, parce que c'est un pays qui a une longue tradition électorale. Nous devons, en tout cas, enfin, à travers ce dialogue, régler toutes les questions et se concentrer sur les questions de développement économique. Un système électoral toujours critiqué, mais au final qui satisfait tout le monde au lendemain d'élections. On commence à l'avoir en réalité. Parce que, regardez les élections que nous avons eues, les élections législatives. Zéro contestation, parce que tout simplement, l'objectif de l'administration, parce que c'est de faire en sorte que nous puissions encadrer les partis politiques à aller aux élections. Mais auparavant, c'est pas que lors de ces législatives, la présidentielle de 2019, la présidentielle de 2012 qui a abouti à une alternance, 2000 également avec l'arrivée de Maître Abdoulaye Wade. Je parle parce qu'il y a plusieurs élections. Rappelez-vous les élections législatives de 2022, je pense, la 14e législature. Les élections locales et les élections législatives, c'était truffé de contestations. On est arrivé à un moment où même l'administration faisait des recours sur des contentieux. C'est-à-dire que on arrivait à un moment où l'organisation du processus électoral était tellement piégée. L'objectif n'était pas d'encadrer le processus électoral pour que ça se passe dans les meilleures, en tout cas, conditions. Mais l'objectif, c'était de faire en sorte qu'il y ait des pièges qui permettent de caler des candidats. Aujourd'hui, si vous regardez les premières élections que nous avons organisées, on est sorti des élections avec zéro contestation. Et notre objectif final, c'est d'arriver à ce que cette situation soit la situation qui dure, c'est la situation que tout le monde partage. Et le dialogue que nous organisons fait partie de ces leviers, fait partie de ces occasions auxquelles nous appelons l'ensemble des partis politiques, l'ensemble en tout cas des catégories socio-professionnelles à se mobiliser, à donner leur opinion pour qu'on arrive à une co-construction de solutions. C'est ça l'enjeu. Que vaudra un dialogue sans la participation du principal parti de l'opposition? Vous savez, nous voulons une opposition forte, une opposition responsable. Je pense qu'une opposition responsable, dans un contexte pareil où il n'y a pas de crise, il n'y a pas de problème, la meilleure solution d'avoir la voix, de dire non, c'est d'aller là où on décide et de donner votre voix. Pas dans les médias, mais de participer dans la construction. Parce que un parti politique aussi a des devoirs vis-à-vis des populations, vis-à-vis du citoyen. C'est de pouvoir manifester aussi sa volonté et sa participation dans la construction nationale. Et aujourd'hui, le dialogue que nous organisons
ça fait partie du processus de construction nationale. Et un parti politique légitime, un parti politique digne doit devoir répondre à cet appel. Si vraiment il est animé par l'intérêt collectif, l'intérêt du citoyen sénégalais. Parce que dans ce dialogue, on ne discutera pas de questions individuelles ou de questions qui sont des questions liées à des personnes. Mais on discute d'enjeux nationaux, on discute des piliers de nos institutions, on discute du système électoral. Et ce que nous construisons aujourd'hui, c'est à la fois pour nous, les générations actuelles, mais pour les générations de demain. Et si des partis politiques ratent ce rendez-vous, ils rateront le rendez-vous de demain. Et ça... Mais est-ce qu'ils n'ont pas raison? Dialoguer le couteau sous la gorge, comme ils disent. C'est quoi le couteau? C'est ça la question que je demande. C'est quoi le couteau? Où est le couteau? Les arrestations à tout va de responsables de l'Alliance pour la République. Là, ils mélangent tout en réalité. Ils mélangent tout. Vous savez, dans ce pays, le rendez-vous de la réduction des comptes a été toujours manqué. C'est un rendez-vous qu'on n'a jamais marqué et honoré. Et l'engagement du président de la République, l'engagement de monsieur le Premier ministre du gouvernement, c'est de faire en sorte que le rendez-vous de la réduction des comptes soit un rendez-vous qui ne sera pas manqué. Et ce rendez-vous ne sera pas manqué parce que tout simplement... C'est l'avenir qui pourra juger. Parce que tout simplement... Non, c'est pas l'avenir qui... Mais en réalité, c'est pour dire que nous avons élu par des Sénégalais. Nous avons promis aux Sénégalais la rupture. Et parmi les faiblesses dans nos pays, c'est la bonne gouvernance, c'est la réduction des comptes. Nous avons un pays qui a peu de ressources et ces ressources ne sont pas optimisées. Également, ces ressources souvent sont détournées. Et si nous continuons à ne pas mettre au cœur de notre mandat la réduction des comptes, les ressources de l'État, les deniers publics ne seront jamais mobilisés. Et ça, les projets de développement que nous devons financer, nous ne les financerons jamais. Et le Sénégal ne sera jamais au rendez-vous du développement. Parce que l'un des premiers défis dans nos pays, c'est la bonne gouvernance, c'est la transparence. Et je pense que ce rendez-vous-là ne doit pas être manqué pour des questions de masla, pour des questions de sentimentalisme, mais c'est une question de dignité, c'est une question de loi. Et sur cette question-là, le président de la République, le Premier ministre, laisse la justice jouer son rôle correctement. C'est là qu'il faudrait indexer. Et je pense que c'est important de le rappeler. On est dans ce qu'on appelle l'indépendance de la justice, la séparation des pouvoirs. Quand un rapport qui indexe, qui implique, en tout cas, qui implique des personnes est sorti, ce rapport-là est laissé à l'appréciation de la justice. Et le président de la République, le Premier ministre, le chef du gouvernement n'ont pas de mots à dire sur cela. Et notre objectif, c'est de faire en sorte que la réduction des comptes soit une réalité dans ce pays. Et ce rendez-vous ne sera pas manqué. Il ne s'agit pas de dire... Sauf que certains d'entre eux avaient déjà anticipé la procédure. Anticiper quel genre de procédure? Le Premier ministre, c'est Simonas contre Farba Senghor et contre d'autres responsables de l'ancien régime. On connaît la suite. Quand on a un décideur qui a accès à toutes les informations, des informations en termes de présomption de malversation, quand on est à ce niveau de responsabilité, il y a des informations que nous avons. Pour autant, a-t-il le droit de les mettre sur la place publique avant qu'aucune action judiciaire ne soit intentée? Il n'est pas allé, parce qu'il n'est pas allé dans les détails. Il a dit juste que c'est des personnes qui ont fait des choses. Et la justice va rendre la justice. C'est ça aussi. Parce que quand même, le Premier ministre est un acteur politique également. C'est un acteur politique. Il était la tête de liste lors des élections législatives. Il communique aussi en homme politique. Et il a ce droit, il a cette légitimité. Il faudrait le comprendre ainsi. Et je pense que dans le combat politique aussi, il faut reconnaître aussi aux acteurs, en tout cas, leur stratégie dans la communication. Et dans ce contexte-là, il a marqué fort et nous nous rappelons déjà dans le contexte dans lequel il a fait ce discours. Et c'est un acteur politique que nous connaissons, un acteur politique fort et qui a des capacités en termes de communication. Mais cela ne veut pas dire qu'il est impliqué sur la gestion des dossiers. Il n'est pas impliqué sur les dossiers de justice parce que nous sommes fortement engagés
pour l'indépendance de la justice, mais aussi pour la reddition des comptes. Et aujourd'hui, si vous regardez ce qui se passe par rapport au fonctionnement de la justice, les Sénégalais commencent à comprendre ce qui se passe en termes d'indépendance. Partout. Et je pense que c'est cela qu'il faudrait saluer. Nous voulons en tout cas demander au Sénégal d'être au rendez-vous avec nous pour co-construire le Sénégal sur la base de la vérité, sur la base de la bonne gouvernance, sur la base de la transparence. Et cela ne se fait pas dans le masla, ne se fait pas dans la tolérance, ne se fait pas dans, en tout cas, l'ignorance de la réglementation, parce que c'est une réglementation. La réduction des comptes, la bonne gouvernance, c'est une loi. Nous nous sommes engagés à travers nos lois internes. Nous nous sommes engagés aussi à travers la communauté que nous avons, l'UEMOA ou la CEDEAO. Ces règles-là, nous devons les appliquer. Si ceux qui étaient là ne les ont pas appliquées, nous, par le discours de la rupture, par le projet de rupture que nous promettons aux Sénégalais, nous devons faire en sorte que là, ces éléments-là soient des éléments au cœur de notre mandat. Alors, que répondez-vous à ceux-là aux critiques selon lesquelles, pour en revenir au dialogue national sur le système politique toujours, critiques selon lesquelles le dialogue national est instrumentalisé à des fins politiques? Je voudrais savoir les éléments sur lesquels il y a une instrumentalisation. C'est vraiment, j'ai besoin de le savoir. Quels éléments? Si vous pouvez vraiment me citer des éléments d'instrumentalisation. Parce que rappelez-vous, je vous ai dit, le contexte dans lequel ce dialogue s'inscrit. Il n'y a pas de menace, il n'y a pas de crise, il n'y a pas de problème. On est en train de faire ce qu'on appelle la proactivité, l'anticipation. Parce qu'on veut construire quelque chose de durable pour que les Sénégalais réfléchissent de manière durable. Je pense que c'est là, en tout cas, c'est à cela que nous appelons les Sénégalais. C'est pour ça que je n'arrive pas à comprendre. Et tous ceux qui disent cela, je ne vois pas d'argument qui posé sur la table. Ils évoquent le fait qu'on veuille renforcer les pouvoirs du Premier ministre. Mais l'annonce a déjà été faite d'ailleurs par le conseil juridique du chef de l'État. Mais renforcer le il ne faut pas personnaliser le Premier ministre. Le Premier ministre est une institution. C'est-à-dire que le pouvoir que l'on a, et on n'aura pas un Premier ministre éternel au Sénégal. Si on le renforce pour le Premier ministre d'aujourd'hui, pour le Premier ministre de demain. Parce que quand même, le Premier ministre doit être fort. Si vous regardez dans les autres pays, vous regardez en France, vous regardez... Il n'y a pas de risque que demain, on revienne sur cette réforme. On mettrait Paris dans une bouteille. Avec des si on mettrait Paris dans une bouteille. Mais à supposer que Ousmane Sonko soit président de la République, est-ce qu'il n'aurait pas besoin de revenir sur cette réforme pour avoir plus de pouvoir en tant que président de la République, ce qui est valable également pour d'autres? C'est là où la participation de tous est pertinente. Vous ne pouvez pas rester dehors et dire que ce qui se fait là, ça ne doit pas être fait et on discute à ton absence. Ah oui, mais ils vont voir au chapitre. Hein. Parce qu'en réalité, qu'on soit dedans, qu'on soit dehors. Il faut regarder une chose. Le président de la République, le système que nous avons, un système présidentialiste avec un président très fort, sur qui repose tout. Si vous regardez dans tous les pays, ce système est en train de bouger. Qui peut déléguer également certains pouvoirs au chef d'État, au Premier ministre plutôt, c'est dans la Constitution. L'objectif, c'est de discuter de tout cela. Faire en sorte qu'on ait un Premier ministre qui puisse jouer pleinement son rôle de chef du gouvernement. C'est ça en réalité le rôle que nous voulons faire jouer au Premier ministre. C'est une volonté du président de la République, c'est une volonté également de l'ensemble de plusieurs acteurs, parce que pendant longtemps, parce qu'on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Si vous regardez, depuis plusieurs années, on parle d'hyper-présidentialisme. On pose ce débat. Pendant ce temps, on essaie de faire en sorte que le président délègue un certain nombre de pouvoirs au Premier ministre et les gens commencent à crier. Finalement, on se demande, qu'est-ce que nous voulons? Mais l'objectif est de dire que nous posons tout ce débat sur la table. On appelle tous les acteurs à discuter sur ces questions, à avoir un consensus fort, à avoir des solutions, des propositions solides partagées avec l'ensemble des acteurs. C'est ça le but. Le but, c'est d'arriver à ce qu'on décide soit l'émanation d'une réflexion partagée avec tous les acteurs pour que
ça soit des solutions durables pour que demain, comme vous l'avez dit, que quand quelqu'un vient, qu'il ne puisse pas dire ça, je vais l'éliminer, c'est pas bon. Ce qu'on veut, c'est arriver à un consensus fort, qu'on arrive à rendre les solutions durables, solides et partagées avec l'ensemble des acteurs. Et ça, on ne peut pas le faire en s'enfermant dans un bureau. On appelle tout le monde à dialoguer. C'est pour ça que je lance un appel. Donc il n'y a pas de risque de revenir sur cette réforme si demain Mamadou Talla Ndao était élu président de la République. C'est pas débat. Moi je suis militant du parti. Oui, mais un militant qui peut peut-être un jour Dieu seul sait. Non, moi je suis militant de Pastef, un petit militant de Pastef, et nous bénéficions de la confiance de Monsieur le Président de la République et de Monsieur le Premier ministre. Et nous sommes des citoyens engagés parce que nous sommes animés par cet engagement à construire avec eux, à les accompagner. C'est ça, en tout cas, la seule animation aujourd'hui que nous avons et que nous allons avoir pour bâtir le Sénégal. Parce que nous croyons à la citoyenneté. Nous croyons aux citoyens actifs. Nous croyons à cela. Et quelles que soient nos positions, quelles que soient les sphères dans lesquelles nous sommes, nous resterons toujours un citoyen engagé pour la cause du Sénégal. C'est le seul, en tout cas, la seule ambition que nous avons pour bâtir un Sénégal. Et le Sénégal peut se développer. C'est juste qu'on a besoin d'avoir cet instinct citoyen, cet esprit citoyen, cet engagement citoyen à vraiment dépasser les clivages d'intérêt personnel, à se mobiliser autour de l'essentiel. C'est bien d'avoir des adversaires politiques, mais il y a un minimum de consensus politique, de consensus sur lesquels tous les Sénégalais doivent se retrouver. Parce que nous devons construire ce pays. Et ce pays ne se construit pas seulement avec le pouvoir, mais se construit également avec l'opposition. Et tout le monde est appelé à participer. Que voudrait ces consensus attendus quand des décisions sont déjà prises et qui concernent le système Quelles sont les décisions qui sont prises? L'annonce par le Conseil juridique du président de la République, on peut dire même que c'est une décision déjà prise, de remplacer la Sénat par une CENI, remplacer le Conseil constitutionnel par une Cour constitutionnelle, deux organes qui participent au processus électoral. Très fortement d'ailleurs. Le Conseil juridique, parce que ça fait partie des termes de référence. Le Conseil juridique. Ah non, lui il n'annonce pas de discussion. Le Conseil juridique parle des points, en tout cas des objectifs et les différents points qui sont inscrits sur les termes de référence. Non, regardez les termes de référence. Oui, et ça, parce que ça veut dire que si vous participez au dialogue, vous verrez que ces différents points seront exposés et débattus. Des réformes annoncées ne sont pas des réformes proposées. Seront débattus. C'est des points qui seront débattus. Et c'est à l'issue de ces échanges, de ces concertations-là, que la CENI sera actée ou non. C'est des propositions. Regardez les termes de référence. Vous verrez bien que il y a là, c'est la proposition de CENI. Et dans les discussions, il y aura des échanges. Il y aura, en tout cas, le point sera débattu. À l'issue de ces échanges, en tout cas, ça sera validé ou pas. Mais l'essentiel, c'est que tous les points seront exposés et discutés avec l'ensemble des parties prenantes, l'ensemble des acteurs. Alors, quel sera le point culminant de ces concertations? Ce qui est important, déjà, ce qu'il faudrait regarder, parce que c'est plusieurs sujets à la fois. Ce qui est important, c'est que ce dialogue s'organise dans les meilleures conditions possibles. Faire en sorte qu'il y ait une participation massive des acteurs de toutes les catégories socio-professionnelles. Faire en sorte également que tous les sujets soient débattus en profondeur. Et là, ça nous permet de garantir des résultats. Ça nous permet de garantir un consensus. C'est là que j'analyse en tout cas ce dialogue. Je pense que vu le niveau déjà d'engagement de participation, vu également les termes de référence du dialogue, vu également les facilitations qui sont en cours en termes d'organisation, nous pouvons dire que des résultats très satisfaisants sont garantis. Vu également le contexte, comme je l'ai rappelé, un contexte qui permet de garantir un dialogue serein, sincère et inclusif. Merci. Merci beaucoup. Merci, Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci d'être venu au grand jury secrétaire d'État à l'urbanisme et au logement. Merci à Abdou Thiam qui a assuré la partie technique. Merci à vous également de nous avoir suivis. Bon dimanche à toutes et à tous et à dimanche prochain pour un autre numéro du grand jury. RFM Midi.
FM Midi. Il était bienvenu, Midi le journal. À la une, criminalisation de l'homosexualité au Sénégal, oui, dit le secrétaire général de l'urbanisme. Mais Momat Talandaou semble dire que la priorité aujourd'hui, c'est la reddition des comptes. L'État, dit-il, doit recouvrer son argent pour relancer l'économie. Aussi urgent qu'elle puisse être, la criminalisation de l'homosexualité est une procédure qui doit suivre